C'est un personnage incontournable de la musique antillaise que j'ai le plaisir de recevoir pour cette première émission Salon Privé. Pierre-Édouard Décimus, bonjour. Bonjour, cher ami. Je t'entends dire première émission. J'ai le privilège. Tu inaugures la série. C'est un privilège et je te remercie. Alors, Pierre-Édouard, nous allons nous tutoyer, nous n'allons pas faire semblant. Hein. On se connaît depuis plus de 40 ans. Donc, on y va pour le tu. Alors, les téléspectateurs qui nous connaissent ne comprendraient pas. Ouais. Donc, je te suis, puisqu'on a toujours l'habitude de se tutoyer, on ne va pas changer aujourd'hui. Pierre-Édouard, Guadeloupéen, d'une nombreuse fratrie. Pas si nombreuses que ça, nous étions 3 frères, nous ne sommes plus que 2. Georges et toi. Georges et moi, et ça va. Une enfance globalement heureuse. Globalement heureuse. Turbulente, mais heureuse. La musique était très présente déjà dans ton enfance? Très présente. Très présente. Des parents musiciens peut-être, non? Mon père était guitariste et ma mère une passionnée de musique. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai entendu de la musique depuis que j'étais dans son ventre. Dis-moi, ton instrument de prédilection, c'est la basse. C'est la percussion. La percussion d'abord. Percussion. Passionné de percussion depuis tout jeune. Je suis devenu batteur un peu par accident et bassiste occasionnellement. Moi, cet accident. Cet accident parce que j'étais avec les Vikings comme percussionniste en 1966 et dans la même année, le batteur du groupe, Richard Couchy, devait partir pour ses études et pour des raisons professionnelles à Paris, puisqu'à l'époque, la musique était un hobby. Et pour les parents, il fallait privilégier l'avenir. Donc, nous n'étions pas encore majeurs, puisqu'à l'époque, on était majeurs à 21 ans. Et donc, le batteur étant parti, je l'ai remplacé au pied levé, parce que j'aimais cet instrument aussi. Et peu de temps après, le bassiste Narcisse Germain a suivi le même chemin. Ses parents l'ont envoyé en France pour ses études. Je l'ai remplacé au pied levé. Chanter à Papatino. Heureusement, parce que si je chantais la départie, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Ça s'est passé quand même. Effectivement, Fred Docagos a fait autre chose, mais heureusement qu'il y a eu Maxo, Lolando et d'autres, Maurice Clair, et on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est devenu King Clérozouk depuis les Vikings. Heureusement qu'il y a eu ces gens-là pour m'empêcher d'avoir l'envie de chanter. Ça a été ta première expérience de groupe, Viking? Non. Non. Juste avant, Lucien Apatou, qui est le frère aîné d'Arthur Apatou de la compagnie créole, a été mon premier chef d'orchestre. Mais bon, on était des enfants qui jouaient, je devais avoir 15-16 ans. Et un peu avant, j'étais dans le groupe de l'UFOLEA, l'Union de la Fédération des œuvres laïques, avec mon ami Serge Apatou, qui est le frère aussi de l'autre. Dans le quartier, on avait beaucoup de... On était tous au football, aux musique, au basket. C'était sport ou musique. À l'époque, Georges te suivait déjà dans Non, il ces était beaucoup aventures-là? plus jeune, puisque nous avons 8 ans d'écart. Quand j'avais 18 ans, il avait 10 ans. Donc, c'était un peu jeune. Il avait ses copains
Donc, je ne sais pas, ils faisaient comme tout le monde, ils avaient des occupations de jeunes, de jeunes de 10 ans. Comment passe-t-on des Vikings à Kassav? Est-ce que ça part de constat? Est-ce que ça part d'une envie, de caprice, que sais-je? Alors, c'est d'abord un constat, mais qui arrive comme une calotte. Je ne sais pas comment on dit ça en, en Martinique. En calotte? En calotte, on allait virer, mais une violente calotte, parce que j'étais un méridien, musicien professionnel avec les Vikings, et on avait beaucoup de succès. Chaque touriste qui arrivait, parce que ça changeait, le groupe de touristes changeait chaque vendredi, et chaque vendredi, les touristes qui arrivaient s'amusaient beaucoup, et naturellement, ils nous demandaient comment vous vous appelez. Donc on leur disait les Vikings. Jusqu'au jour où un groupe de touristes est arrivé, s'amusant, et nous a posé la même question. Et on a répondu, comme d'habitude, les Vikings en souriant. Et à ce moment-là, il y a une fillette d'à peu près 10-12 ans qui a dit à sa maman, « Ah maman, les Vikings !» Et j'ai vu dans les yeux de l'enfant toute la vérité, son étonnement. J'ai compris qu'on n'était pas des blonds aux yeux bleus comme on pouvait l'attendre. Et là, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'était comme une gifle. Je le raconte avec précision dans le livre qui va sortir. Et j'ai pris la décision de changer ce truc qui n'allait pas, quoi. Et à partir de là, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, puis ça a donné le premier Caso. On a voulu changer de nom pour trouver un nom plus adéquat. Mais en même temps, la réflexion m'a fait comprendre que, en fait, j'étais musicien, mais je n'étais pas tête d'affiche. Ni Guy Jacquet, qui m'a fait entrer dans les Vikings, excellent guitariste, ni moi-même. Je dis à mes confrères, écoutez, mes amis, de nous trois, il y a un artiste et deux musiciens. Donc nous allons, nous musiciens, nous mettre au service de l'artiste. On va travailler ensemble comme un seul homme, mais pour qu'il y ait une personne, parce que Soprano avait tous les ingrédients pour capter l'attention du public. Et là, on ne trouvait pas de nom. J'ai eu l'idée de prendre le CA de Camille et SO de Soprano. Donc ça donnait, pour moi, ça sonnait Caso, mais bon, c'était pas beau, mais on n'avait rien d'autre. Donc je viens voir Jackie Nayaradou, qui comprend ce qu'on veut faire, et il nous encourage et il nous envoie à Paris. Et je rencontre Jacob Desvarieux, avec les Vikings. Et c'est là où Jacob joue Sweet Florence et d'autres morceaux. Mais on devait enregistrer un hommage à Vélo et un hommage à Saint-Jean. Et ces deux titres-là n'apparaissent pas puisqu'on n'avait plus l'argent. Jackie nous a donné de l'argent, mais après un mois d'hôtel et de restaurant de studio, on n'avait plus d'argent pour mettre ces titres-là. Nous rentrons pour reprendre notre boulot au Méridien. Et c'est à ce moment-là que je suis déçu. Je dis, mais c'est pas ce que je suis parti faire. Je n'ai pas pu mettre l'hommage à Vélo, je n'ai pas pu mettre l'hommage à Saint-Jean. Donc, en plus, il y avait le mot viking qui me gênait encore.
et je décide d'arrêter la musique. Je dis à mes confrères, écoutez, je suis bien avec vous, mais j'arrête la musique et je monte une mercerie pour avoir un vide sanitaire, pour m'empêcher d'avoir la vie de continuer dans la musique. Une mercerie. Une mercerie, quelque chose qui n'a rien à voir. Et je voulais couper avec la musique totalement. Sauf que il y a quelqu'un qui passe et qui me propose, dans la mercerie, à ajouter la presse. Et parce que dans le quartier, il n'y avait pas de presse. Donc j'accepte et je lisais, j'avais des trucs à disposition. Voilà. Et c'est là que je lis l'histoire de Goldorak. Et l'histoire de Goldorak, alors je lis deux histoires. Il y a Goldorak et l'histoire de Tom Black, un album qui avait été produit par Paco Rabanne. Je ne sais pas si tu as connu cet album, Tom Black. Il faut le chercher, c'est un disque d'anthologie autour du gouroka. Et c'est la première fois que j'entendais le gouroka avec des sons modernes, vraiment époustouflants, mais qui ressemblaient beaucoup à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle démarche. Et quand je lis l'histoire de Goldorak, j'apprends que l'histoire de Goldorak, le mot Goldorak a été trouvé par un ordinateur, parce que le créateur de ce dessin animé avait mis dans un ordinateur tous les ingrédients pour trouver un mot à succès. L'ordinateur a dit qu'il faut avoir un G, qu'il faut avoir un N, il faut un S. Et je me suis rendu compte que les Vikings avaient toutes ces lettres. Je me suis dit, ah, c'est pour ça que les Vikings avaient du succès. Alors, il me faudra trouver un mot créole, et il y a les mêmes caractéristiques. Je me suis mis à mettre plein de mots, maracuja, zanana, tous les mots possibles et imaginables de nos fruits, de nos légumes, de nos territoires, et puis quand ça va être retenu, parce que c'était plus facile. Et la démarche musicale elle-même, Pierrot? La démarche musicale commence avec les Vikings. Quand on écoute les titres des Vikings, il est certain que le fait d'intégrer Gordon Anderson dans un premier temps, après Happy Lewis, on invitait, comme en Martinique, comme en Guadeloupe, nous avons beaucoup collaboré avec nos amis musiciens de la Caraïbe. Beaucoup, avec Haïti, avec Cuba, D'ailleurs, je pense que la Martinique avait donné le la, puisqu'il y avait l'orchestre Tropicana, qui était à demeure à la Bananeraie. Et puis, vous avez intégré les Cubains, vous avez intégré... Donc, ça m'a donné l'idée, avec Soprano et Jacquet, nous avons fait venir Gordon Anderson, après on a fait venir Happy Lewis. Donc déjà là, on avait une autre sonorité. Ça avait déjà commencé avec les Vikings. D'ailleurs, Sweet Florence, que Jacob joue, c'est avec les Vikings. Bien après, quand je reviens, je dis, c'est parce que je suis parti chercher, j'arrête, et je rencontre Freddy Marshall à ce moment-là. Puisque j'ai été bassiste de Ophélia lorsque Freddy Marshall faisait tourner Ophélia. Donc on a eu beaucoup l'occasion de se parler durant les zones de préparation des concerts. Et Freddy me disait souvent, écoute, j'aime bien ta manière de composer des choses. Si tu as quelque chose à faire un jour, je suis prêt. Et j'avais déjà arrêté avec les Vikings. Et je le rencontre un jour, je lui ai dit, tiens, tu m'avais dit qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Il y a des titres que j'avais commencé en hommage à Vélo et à Saint-Jean. On n'a pas eu l'occasion de les terminer. Est-ce que ça t'intéresse? Il a tout de suite dit oui. Et nous repartons ensemble
à Paris. Et je rappelle Jacob, je rappelle Georges. Et ça a donné le premier album, Kassav Lovan Gadas. Mais il n'est pas du tout question de groupe. C'était un album expérimental qui est coproduit par Freddy, puisqu'on avait déjà commencé les premiers enregistrements. Et le second album a totalement été produit par Freddy, et qui chante tous les morceaux. Il a dépensé énormément d'argent, puisqu'on est allé dans les plus grands studios, avec les plus grands musiciens, il nous a mis à l'aise. On a vraiment... il nous a permis d'exprimer tout ce qu'on voulait artistiquement. Et je remercie vraiment Freddy d'avoir pris ce risque, parce que c'était un risque énorme. D'ailleurs, heureusement que Soleil avait bien fonctionné, mais il n'est toujours pas question de groupe. Et ça arrive quand, le groupe? En 1980. Le premier album qui sort de ces expériences, c'est avec Sweet Florence en 1978. L'année d'après, 1979, Love and Cadence. Et 1980, Freddy produit totalement cet album-là, Laguez-moi. Pierrot, quand on a une idée, qu'elle devient réalité, et que cette réalité-là aboutit à ce qu'on sait de Kassav aujourd'hui, est-ce qu'on est fier? Alors, on a eu beaucoup d'expériences pendant près de 4 ans. Et les albums expérimentaux, toutes les expériences qu'on a pu faire dans tous les domaines, on est passé par Soukréko, on est passé par plein d'expériences. Et en 1984, on se dit, tiens, puisqu'on s'entend bien, on est bien ensemble, il y a la notion de respect réciproque qui s'installe. On dit, on est un groupe, on peut former un groupe. Là, on est en 1984. Et c'est l'album Amaladao. Tu vois, c'est après l'album Aïe où il y a Jacob, Georges et moi torse nu. Et jusque-là, c'est encore 3 personnes qui font des expériences. Freddy reste jusqu'au 2e album. Et à partir de Soukounian, il n'est plus là. Mais on n'est pas du tout groupe. On fait le Eva, Dagmaron. Après, il y a Fil les étoiles avec l'Alf Tamar. Donc, ce sont des expériences, on cherche. Jean-Philippe Martelly et Jean-Paul Brouillon font un essai en 1981. C'est Soukounian, Calculé et Wonderful. Tout ça, ce sont des expériences. Le groupe Viking, pour moi, le groupe Viking apparaît en 1984. Les recrutements, comment ils se font? Par chaque album, chaque expérience, on a fait une expérience avec Freddy. Le premier album, il n'y a pas de voix. Ce ne sont que des chœurs. Et on expérimente avec Carole Raoulé et il y a Chantal Curtis, Philippe Drey. On cherche, on essaie plein de voix. On essaie Jocelyn Moka aussi, à partir de l'album 4, Jacob sur l'album 2. Donc, on ne peut pas dire qu'on recrute, on propose des expériences à des chanteurs qui viennent. Et puis, quand ça ne convient pas, on a voulu tenter une expérience avec Patrick, qui était batteur et guitariste. On a senti qu'il devait attendre un peu. L'année d'après, il a fait... Jacob et Georges ont produit son album.
Donc, les choses avec la grâce de Dieu, les bonnes personnes sont venues petit à petit. Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand on a une idée, que l'idée devient réalité, que la réalité devient ce que nous savons de Kassav. Oui. Est-ce qu'on est fier? Oui, je suis vraiment fier. Je suis fier, mais je suis heureux de constater que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer toutes ces personnes. Tu as rencontré les bonnes personnes? J'ai rencontré les bonnes personnes. Tout d'abord, Jackie Nayaradou, soprane, Jacquet, Max Séverin, après Freddy Marshall. On a fait un court moment ensemble. Après, il y a eu Jocelyn Moka. Après, il y a eu toutes les personnes. Elles sont très nombreuses. Je ne peux pas toutes les citer. Mais je suis content, je suis heureux. Et je suis fier d'avoir fait un bout de chemin avec eux. Mais je dis que je n'ai eu aucun mérite. C'est quand même. La Providence a fait que j'ai eu beaucoup de chance. Une belle passerelle quand même entre la Martinique et la Guadeloupe quand on sait les antagonismes qui ont existé à l'époque. Qui existent encore. C'est comme... ce sont des querelles de clocher. Il y a ça nous a quand même rapprochés. Non, mais je veux dire, il y a toujours des querelles de clocher entre les communes, entre deux groupes. Alors, je pense que la Guadeloupe et la Martinique, on est condamnés à s'entendre. S'aiment tellement que c'est comme dans une famille. J'ai compris, avec cette expérience, que la Guadeloupe et la Martinique, ça n'a rien à voir. Ce sont deux mentalités totalement différentes. Mais quand ces deux pays-là ont compris et se respectent, font des choses ensemble, on fait des choses excellentes et très profondes. Je sais que tu es un homme d'idées, de projets. Je suis sûr que tu en as quelques-uns en train de mûrir. Ils ne sont pas encore lancés. Alors, il y a un festival qui arrive. Alors, c'est peut-être pas tout à fait oui et non. Alors, après Kassav, il faut que je ne peux pas, dans ton salon, compte tenu du rôle que tu as joué pour ce que Kassav a pu faire, toi et d'autres, mais tu fais partie des premières personnes qui y ont cru. J'ai le devoir de t'expliquer en 1991, la notion de zouk prend toute sa dimension grâce au public. Et dans ce salon-là, je voudrais remercier très, 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 très profondément les étudiants qui ont fait leurs études entre 1975 et 1990. Je suis convaincu que si Kassav existe aujourd'hui, c'est d'abord grâce à eux. Le succès est parti de là-bas. Le succès, mais l'énergie, ils se déplaçaient de Dombré-Parti en Dombré-Parti quand ils étaient étudiants. Et quand ils recevaient les premiers vinyles, ils disaient à leurs copains, est-ce que j'entends là? Est-ce que tu as entendu le dernier? Et ils ont contribué à la vulgarisation du travail que nous faisions quand le grand public n'était pas encore convaincu. Et je leur dis merci. Donc, à partir de 91, grâce à eux, grâce au public, et je profite pour vous dire que j'entends quelquefois, oui, mais c'est pas Kassav qui a inventé le zouk,
Kassav n'a jamais dit qu'il a inventé le zouk. Kassav ne peut pas se permettre de dire qu'il a inventé le zouk. Comme je disais tout à l'heure, les Vikings avaient un chanteur, Maurice Clair, qui a pris comme pseudonyme en 1974 King Clairo Zouk. Henri Guédon, Roland Louis, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé le mot zouk, qui est un mot martiniquais, qui prend tout son sens, toute sa dimension en Martinique. Lorsque Patrick Saint-Éloi disait « ça c'est le zouk », c'était pour dire « nous sommes en concert, mais faites comme si c'était un zouk ». Ça c'est un zouk, c'est pas un concert, ne nous regardez pas. Dansez, chantez avec nous, c'est un zouk. Ça c'est le zouk. Et le public a appelé ce que nous faisions zouk. Donc c'est pas Kassav qui a nommé. Si le public a nommé la musique que Kassav avait contribué à apporter, c'est le public qui l'a apporté, c'est pas Kassav. Deuxièmement, ce mot qui a pris toute sa naissance ici existe, selon mes recherches, ça commence au Larentie, aux environs de l'usine Le Larentie au Lamentin. Lorsque les ouvriers touchaient leur quinzaine, il y avait des souks au début, et après c'est devenu zouk. C'était le lieu, une espèce de tripot où on tenait ses billes, tenait rhum, tenait morifri, balaoufri. Et c'est devenu, les jeunes, dans les années 50, ont décidé d'appeler les souboum zouk en Martinique. Donc ça, c'est qu'on le sache, une fois pour toutes, Kassav ne peut pas dire et n'a jamais dit qu'il a inventé le zouk. Maintenant, ceci dit, lorsque le zouk s'est installé, je constate que c'était une musique qui s'était inspirée, c'est une musique qui a été influencée par tout ce que nous aimons. Il y a du compas dedans, il y a de la soul music, et il y a de la biguine, il y a de la mazurka, quand on entend des disques de Kassav, nous avions envie de dire aux gens, nous aimons tout ce qui se passe chez nous. C'est nous, ça c'est nous. On en a fait une synthèse. Une synthèse a émergé. Donc lorsque cette synthèse a émergé, je me suis dit, ok, d'accord, c'est la musique de danse, mais je n'avais pas fini d'explorer le belay, le gouka, le damier, le kaladja, le rara. Je prends des distances avec Kassav pour ne pas mettre en danger le groupe, parce qu'il faut comprendre que si on s'était mis à faire trop d'expériences au moment où les gens commençaient... Le public n'aurait pas suivi. Le public n'aurait pas suivi, il aurait été perdu. Et surtout, le public étranger, qui n'aurait pas eu de repères. À la limite, en Martinique, on sait bien faire la différence entre un belay, mais le japonais ou le russe ou le belge n'aurait pas pu suivre. Donc on aurait tout perdu. Donc pour protéger le groupe, je décide de prendre des distances et de faire ces expériences-là dans d'autres domaines. Mais il faut comprendre que je continue à écrire des chansons avec le groupe. Donc, pratiquement, sur tous les albums qui ont suivi l'arrêt de ma présence permanente avec le groupe, et je m'arrête aussi parce que le groupe avait besoin de staff pour l'aider à tourner, et ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est concepteur, c'est chercheur, c'est me faire plaisir dans la composition. Et le groupe avait besoin de professionnels
pour assurer la régie, les tournées et tout ça. Est-ce que tout ça, tout ce dont tu parles là, ça aboutit à Café Créole Groove? Ça aboutit d'abord, il y a un album que je produis avec Roland Brival, et c'est la première fois au monde qu'on va écrire les deux mots ensemble, créole et blues. Nous sommes en 1997. Après, Jacob sort en 1998 Euphrasing Blues. Et en 2000, le premier festival créole blues à Marie-Galante. Et la plus grosse star de ce festival-là, c'était Jacob, parce qu'il avait accepté de venir jouer pour nous, pour lancer ce courant-là, parce qu'on a toujours été complices dans ses recherches. Donc, Kassav continuait, on est sur le créole blues. Mais je comprends, chaque fois que je viens expliquer aux personnes qui m'interrogeaient, que partout où l'histoire a déposé un enfant d'Afrique, il y a un créole blues. Quand il a déposé les enfants d'Afrique en Louisiane, ça a donné le Cotton Blues. Quand il a déposé en Martinique, il y a eu le Belay. Quand il a déposé en Haïti, il y a eu le Rara. À Cuba, il y a eu le Son Montuno, et le Guaira et d'autres. Et en Guadeloupe, ça a donné le Gwoka. En Guyane, ça a donné le Kassékor. Bon, je dis, nous avons chacun notre blues. Mais l'inconscient collectif a retenu que le blues, c'est l'Amérique. Je me suis dit, je suis quand même un peu frustré. Il me faut trouver quelque chose qui va au-delà de ce blues que le public pense qu'il y a une invention américaine. Eh bien, j'ai décidé d'appeler groove. Et j'ai compris que le groove est la dimension spirituelle du blues. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui Café Créole Groove. Groove pour la dimension spirituelle du blues. Et café, ça symbolise quand même un certain nombre de choses. Café, pour moi, c'est le symbole de la résilience, puisque les conquistadors, les colonisateurs, quand ils allaient chercher le café, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de morts. Mais aujourd'hui, quand on prend un café, c'est convivial, c'est la paix, on est ensemble. Donc, j'ai décidé de prendre le café comme symbole de la résilience. Je veux dépasser ces souffrances de l'esclavage et dire que, voilà... Et comment tu vas décliner tout ça? Ben, il y aura... Alors, très bonne question. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci parce que tu as toujours des petites questions qui nous font aller au fond de nous-mêmes. Parce que j'avais oublié de dire que le public va à Marie-Galante au festival qui est devenu Théâtre de Blues. Et le Café Créole Groove va vers le public à travers le monde. Et j'ai décidé que partout où ça avait passé, je vais dire aux gens qui connaissent déjà le Kassav, qui nous connaissent par le zouk, pour dire le zouk, c'est un condensé de toutes ces musiques-là, mais il y a aussi toutes ces musiques-là qui représentent notre blues. Et donc, on ira partout dans le monde et pour dire, voilà, voici un Belay. Je profite pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas encore compris que Soleil, en fait, c'est un damier, un Belay. Et toi, tu l'as tout de suite compris, mais tout le monde n'a pas encore compris. Donc, merci la Martinique pour ce damier, ce Belay qui m'a inspiré. J'étais charmé par cette rythmique et quand j'ai eu à trouver une mélodie pour Soleil, une rythmique, naturellement, c'est ça qui est venu. Donc, Soleil, c'est un damier Belay de la Martinique. Il y aura un groupe... C'est mon blues, c'est mon groove. Est-ce qu'il y aura un groupe de musiciens pour interpréter tes
tes œuvres, parce que je suppose que tu composes. Je compose, mais beaucoup moins maintenant. On a déjà fait, depuis à peu près 5 ans, on travaille autour du Creole Groove. Les premières éditions ont été avec Andy Narel. Donc, depuis 5 ans, nous travaillons sur le Café Creole Groove. On a déjà fait avec Andy Narel, Janicette McPherson, Mario Canonge, Pipo Gertrude, un peu partout. On a fait en Guyane, on a fait en Guadeloupe. Et il y a surtout Franck Nicolas. Je pense que c'est un des meilleurs trompettistes. Trompettiste, mais aussi c'est un expert de la conque de l'Ambi qui est notre âme, qui est un instrument, un outil de communication par excellence et qui fait partie de notre histoire. Il y a le cuir, il y a les calebasses, le chacha. Des projets d'enregistrement autour de ça? Oh oui, on a déjà des titres qui sortiront bientôt avec le livre dans un album. Franck Nicolas, il sera en Guadeloupe, à Martinique. Il sera en Guadeloupe, il sera en Martinique, il a été à Paris, on était à Marseille. Marseille qui est son port d'attache d'ailleurs. Non, son port d'attache, c'est Montpellier. Montpellier, On était à Marseille, on a commencé une série d'échanges avec le public. Et je vois que tu restes encore... comment on dit ça déjà? Tu vois les choses avant les autres. je m'accroche. Et je te suis, je vous suis. Merci. Oui, parce que quand les expériences sont belles, positives et qu'elles sont porteuses, faut les suivre. Merci, merci parce que c'est pas évident de trouver les personnes qui accompagnent toutes ces recherches. Et on a besoin de gens comme toi. Tu as toujours été là. Et merci encore. Il y a une génération peut-être qui connaît moins Ignace, mais je peux témoigner que tu as porté... Pierrot, on est là pour parler de toi. Je sais que tu étais au concert à la Palouza Arena, le EIA Kassav. On va dire de bonne facture, même si ça a manqué un peu de répétition. Les oreilles averties comme les nôtres s'en sont peut-être aperçues, mais le public est reparti conquis et content. Est-ce que ça a été pour toi une motivation d'une autre fierté encore? Ça veut dire que Kassav n'est pas mort, la magie continue à opérer, même si ce n'est pas les musiciens du groupe qui jouent. Leur musique continue à réunir les gens. Alors, j'étais non seulement fier, c'était une autre raison de fierté, mais c'était en plus un encouragement, comme tu le dis. Jocelyne, Jean-Claude Nemro, Georges, Catherine, nous étions là dans le public et Jean-Claude dit, mais c'est la première fois que je m'entends jouer sans avoir un instrument. Donc il voulait dire qu'il entendait ses chansons. Bien joué, c'est vrai, il ne pouvait pas avoir trop de répétitions parce que je crois comprendre que ça s'est fait de manière spontanée et ça s'est ressenti. Je pense que le public a d'abord ressenti cette spontanéité, cette sincérité de communion. Le public a été en communion avec les artistes, mais avec les chansons. Nous avons été mais vraiment agréablement surpris de constater qu'ils ont joué pendant 4 heures des demi-morceaux. Pendant 4 heures, des demi-morceaux. Ça veut dire que s'ils avaient joué des morceaux entiers, ils seraient là pour 8 heures. 8 heures. Mais avec une communion, c'est ça qu'il faut retenir. Après, le côté technique,
quand les choses sont faites avec sincérité, ça passe. Je pense que le public a compris que c'était pas... C'était pas Kassav qui jouait. C'était pas Kassav qui jouait, mais ils ont fait peut-être même plus que Kassav, puisque ils ont réussi à mettre ensemble des générations de musiciens, des générations de public. C'était extraordinaire, je dis vraiment. Je remercie ces musiciens qui ont chacun donné, j'en suis convaincu, de leur temps, de leur énergie pour que ce soit réussi. Et alors, quand tu entends notre zouk jouer de par le monde, parfois sous d'autres appellations, quel est ton sentiment? Parce que j'ai un sentiment de satisfaction, même s'il y a un peu de frustration. Il n'y a pas de frustration. Je dis que que la musique part, elle ne nous appartient plus. Et c'est à nous de codifier justement, c'est à nous de mettre les bases pour faire comprendre que si on veut avoir l'essence, il faut venir à la source. Il faut venir à la source, il faut venir comprendre. Quoique le tango, il y a plein de salons où on apprend à danser le tango, la salsa, le cha-cha-cha, le rock, le zouk, pourquoi pas. Ça paraît facile, mais il faut qu'on se dise que ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Je sais que tu t'es joint à l'équipe de Templé et les autres là, qui font une tentative de codification du zouk avec l'aide de chorégraphes parmi les plus connus. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet-là? Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est le fait que j'ai moi-même été contacté par des organisateurs de festivals, des organisateurs de concours de danse, me disant on voudrait inscrire le zouk parmi dans les concours internationaux. Ben, il faudrait que le jury ait des choses concrètes, des repères, une codification pour pouvoir noter. Et je me suis dit, à ce moment-là, ben, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une codification, comme pour... Mais la biguine en a besoin, la valse créole en a besoin, le zouk en a besoin, mais on a l'habitude de le faire. On ne va pas danser un belay comme ça, ou un damier, ou un kaladia. Nos musiques traditionnelles ont déjà montré qu'on ne... C'est pas parce que c'est à nous qu'il ne faut pas avoir bonne feuille. Tu ne vas pas entrer comme ça dans un rose. Il y a un rituel, il y a des règles à respecter pour entrer dans un rose. Il y a des règles à respecter pour danser un belay. Ça doit aller s'apprendre. C'est parce que c'est pas parce que c'est à nous pour nous pas y apprendre. Ce n'est pas parce que on parle créole tous les jours qu'on ne doit pas aller apprendre à parler, à écrire le créole. Le français ou l'anglais, nous sommes français. Lorsque nous étions à l'école, nous avions des cours de français. Nous avions un professeur de français. Donc, je crois qu'il faut qu'on sorte de l'idée que parce que c'est nous qu'on le fait tous les jours, il n'y a pas des règles à respecter, il n'y a pas des règles à établir pour que ce soit transmis. Pour transmettre, il faut codifier. Mais il y a des demandes. Il y a beaucoup de demandes des grands concours internationaux de danse. Et ils ont demandé que ce soit codifié pour permettre de noter les gens qui veulent apprendre. Pour nous, c'est facile. C'est vrai que tous les enfants d'ici, depuis un an, l'enfant bouge, groove naturellement. Mais l'étranger qui veut
bien apprendre. Il faut lui donner une petite base. Il faut... Alors, tes prochaines échéances, c'est la sortie d'un Livre. livre. Oui, un livre qui sera accompagné d'un album que j'ai nommé Itinéraire. Ça va permettre aux gens, en lisant, de comprendre mon itinéraire auprès de Jacquet, auprès de Soprane, auprès des autres, les Vikings, Gordon Anderson, avec Jeff, avec Georges, et jusqu'aux jeunes aujourd'hui. Un souhait pour nos musiques antillaises. J'aime bien mettre ça au pluriel. Parce que Il faut mettre au notre pluriel. musique, elle est plurielle. Nos musiques sont plurielles. Nous, on est pluriel. On est un bouillon de culture. Et personnellement, je ne veux pas rejeter mes cultures, mais on comprendra, on les comprend assez facilement ce qui vient de l'Amérique ou d'ailleurs. Mais c'est bon, ça va passer. Pierrot, je sais que tu passes assez souvent en Martinique. Maintenant, tu connais la route pour arriver jusqu'à nous. Tu viens nous voir quand tu veux. Tu es le bienvenu. Je te remercie d'avoir accepté d'être le premier invité d'une série de salons privés. J'en suis fier, j'en suis content et je suis très honoré. Ça a été un plaisir. Merci Pierre-Édouard. Merci mon ami.